Après avoir regardé cette vidéo, en une seule journée, tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et gagner des milliers d'euros. Tu vas pouvoir doubler tous tes concurrents parce que 95% ne prennent pas le temps et ne mettent pas l'effort de faire ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur du web ou tu veux te lancer sur le web, tu t'acharnes à faire du contenu en ligne ou alors tu te dis que pour faire plus de chiffres, tu vas devoir mettre plus de budget pub ou même augmenter tes prix. Les éléments que je vais te donner dans cette vidéo, c'est que de la valeur et je les ai utilisés sur des entrepreneurs qui font des lancements à 5 voire 6 chiffres à chaque fois. C'est des gens qui gagnent plus d'argent que moi et j'en veux pour témoin mon portfolio. Tu peux aller checker en description. Reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a de la valeur jusqu'à la dernière minute et surtout c'est la compréhension du process dans l'ensemble qui va faire que tu vas pouvoir appliquer ça dans ton propre business. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et le but de cette vidéo, c'est que tu repartes avec un maximum de valeur et que tu puisses appliquer ça à ton propre business. Alors déjà, la première chose, bon, tu as regardé l'introduction, mais regarde si tu vends un service ou un produit en ligne. C'est-à-dire que si tu vends un service ou un produit en ligne que tu utilises le digital, bah regarde parce que ça va forcément être utile pour toi. Ensuite, regarde si vous faites déjà de l'argent, vous avez déjà un business, tu as déjà un business et tu veux utiliser le digital pour scaler ou tu veux utiliser le digital pour gagner plus d'argent. Ensuite, tu peux aussi regarder cette vidéo si tu gagnes déjà de l'argent grâce au digital, mais tu aimerais gagner encore plus d'argent sans investir encore plus en pub ou changer quoi que ce soit. Bah, ça va être super intéressant de regarder la conversion. Ensuite, si tu recherches à optimiser, scaler et gagner plus globalement, bah, cette vidéo, ça va vraiment être utile pour toi. Et enfin, si tu es funnel builder, d'accord, parce que je sais qu'il y a beaucoup de funnel builders qui me regardent, si tu es funnel builder, ça va vraiment t'aider à aider justement tes clients à gagner plus d'argent et à les faire scaler. Donc c'est full valeur. Et ensuite, si tu es capable de te concentrer plus de 2 minutes, regarde cette vidéo. Sinon, bah écoute, ne regarde pas la vidéo, quitte tout de suite. Je préfère te dire parce que c'est pas du divertissement, là c'est full valeur. Ce que je te conseille, c'est vraiment de consommer cette vidéo comme un podcast où vraiment tu l'écoutes et faut que tu te concentres de A à Z. Donc si vraiment t'es pas concentré de A à Z, t'as pas de quoi noter ou t'es pas en mode je l'écoute et j'intègre tout ce qu'il me dit, bah c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Ok, alors dans le programme de cette vidéo, on va voir qu'est-ce que la conversion. Il y a beaucoup de gens qui parlent de créer des business en ligne, faire du dropshipping, faire de plein de choses. Il y a personne qui parle de sujets qui ont plein de valeur et qui font de l'argent. Parce qu'en fait, la conversion, c'est ça, c'est faire de l'argent. Donc, qu'est-ce que la conversion? Qu'est-ce que les funnels de vente? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok. Ensuite, on va voir comment avoir des fondations solides. Donc, comment est-ce que vous, pour votre business, vous pouvez avoir des fondations solides pour scale et aussi, si vous êtes funnel builder, comment est-ce que vous pouvez le faire pour vos clients? Ensuite, on va étudier ton persona. Donc, je vais te donner les outils les plus efficaces pour étudier ton persona. Donc on va voir ce que c'est que le persona. Adapter ton offre, donc comment est-ce que tu peux adapter une offre que tu as déjà. Là je vais pas te donner des banalités sur le style crée ton offre et mets une promesse, etc. Non, je vais vraiment aller en profondeur et apporter un maximum de valeur. Ok, donc comment est-ce que tu vas pouvoir adapter ton offre par rapport à ce que moi je vais te dire. Et ensuite, comment est-ce qu'on choisit un bon système de conversion et comment est-ce qu'on choisit de mettre en place un système qui va vendre en fonction de vos objectifs et en fonction de ce que vous avez envie de faire. Parce qu'encore une fois, le système de conversion, il y en a plein, il y en a des millions. Donc, on utilise celui qui nous correspond le mieux et celui qui nous va le mieux pour nous. Ok, donc la conversion, c'est quoi? Qu'est-ce que la conversion? Alors, couramment dans le business, en fait, la conversion, c'est quand on va transformer un prospect en client. Donc, couramment, en règle générale, quand on parle de conversion, on va dire, ok, est-ce que tu as closé et est-ce que tu as converti ton prospect en client? Donc, c'est au moment où le prospect, il va changer d'état. Mais en réalité, il y a plusieurs types de conversion. Par exemple, sur une page de capture, on va parler de convertir un visiteur en prospect. D'accord, donc il n'y a pas que le prospect en client, il y a aussi le visiteur en prospect. Lors d'un webinaire, d'accord, quand on va faire un webinaire, je pense que vous avez peut-être déjà assisté à plein de webinaires. Lorsqu'on va faire un webinaire, on peut aussi parler de convertir un spectateur qui est présent au moment du webinaire en prise de rendez-vous. Est-ce que sur les 100 personnes qui étaient en train de regarder le webinaire, est-ce que la personne a pris un rendez-vous et combien il y avait de personnes sur les 100 personnes qui ont regardé le webinaire, combien il y en avait qui ont pris un rendez-vous? En réalité, tout ça, c'est des cases qu'on va utiliser en jargon en termes de marketing. Mais ce qu'on veut faire, en réalité, c'est inciter une personne à faire une action et à quel point ce qu'on a mis en place pour ce que la personne fasse cette action est pertinent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne s'inscrit sur une page, elle devient un prospect. Mais nous, ce qu'on veut, c'est on lui a vendu l'idée de s'inscrire sur la page pour télécharger un e-book ou pour télécharger, peu importe ce qu'on va lui donner gratuitement. Pareil pour le closing. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de closing qui sont déguisés en appel de brainstorming ou en obtiens ta roadmap ou obtiens ton coaching gratuit parce que en fait, on veut pousser la personne à
On veut lui vendre en fait cet appel-là, d'accord? Et donc c'est ça la conversion. C'est ce qu'on veut faire. C'est on veut inciter une personne à faire une action et ensuite c'est évalué par ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc en somme, la conversion, c'est juste un indicateur de persuasion. Alors ensuite, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais comme j'en ai déjà parlé, l'audience, l'offre et la conversion, ils doivent être alignés pour faire de l'argent. Si vous proposez une offre qui ne correspond pas à l'audience ne va pas acheter. Et si par exemple le système de conversion présente mal l'offre et à la mauvaise audience, derrière, personne ne va acheter. Si l'audience n'est pas qualifiée, que vous avez fait l'offre correcte, le système de conversion c'est ok, mais que dedans vous envoyez des mauvaises personnes, ça va pas marcher non plus, vous n'allez pas faire d'argent. Donc le système de conversion, il soumet l'idée d'une persuasion d'achat. D'accord? Donc l'audience, c'est travailler votre persona. Le système de conversion, c'est la conversion. Et l'offre, c'est la stratégie. En fait, en réalité, il peut y avoir plein de micro-suggestions d'actions, d'accord, pour le prospect avant de mener à la conversion finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'un prospect devienne un client, peut-être qu'on va lui demander, donc on va lui suggérer de faire certaines actions pour justement le rapprocher de l'état qu'on veut le rapprocher, c'est-à-dire le client. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un funnel de vente. Et le funnel de vente, en fait, en globalité, c'est le funnel de conversion, c'est le système de conversion qui va nous amener à amener le prospect à un état client. Mais il y a différentes étapes à chaque fois dedans. Ok, sur mon écran, là, vous voyez illustrer ce que je viens de vous dire. En fait, ici, on a la structure d'un funnel de webinaire. D'ailleurs, ça peut également évoluer. Mais la structure d'un funnel de webinaire, on a un opt-in. Donc, on a une conversion d'opt-in, donc qui va faire que les personnes vont s'inscrire au webinaire. Ensuite, par exemple, sur la thank you page, on peut demander aux personnes de venir dans un groupe WhatsApp. Et donc ça, c'est une autre conversion. C'est sur combien de visiteurs qui arrivent sur la thank you page, combien vont venir dans le groupe WhatsApp. Donc, on va convertir une personne qui est inscrite en une personne qui est dans le groupe WhatsApp. Donc ça, c'est aussi un taux de conversion, d'accord? Et là, à chaque fois, à chaque étape, on veut amener de la conversion supplémentaire. Donc, on veut amener de la suggestion supplémentaire. On veut amener le prospect à être de plus en plus proche de notre offre. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse à toi qui regarde la vidéo. Si tu connais pas ton audience, ok? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'audience, le système de conversion et l'offre doivent être alignés. Et si toi, tu ne connais pas ton audience, ton offre, forcément, derrière, elle sera nulle, en fait. Enfin, tu ne connais pas ton audience, tu ne sais pas ce que ton audience veut. Ton offre, derrière, elle ne correspondra à rien et tu ne feras pas d'argent. Donc, c'est même pas la peine d'aller plus loin parce que, en réalité, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un système de conversion. Mais le système de conversion, il va venir se construire autour de l'offre et de l'audience. Donc, en réalité, l'audience et l'offre, c'est ce qu'on appelle les fondations du business. Alors, les fondations solides. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des fondations solides? La base de tes fondations solides, c'est ton audience et ton marché. En fait, tu dois connaître ce que ton marché veut. La plupart des entrepreneurs, en fait, ils font cette erreur-là. Ils vont créer une offre, d'accord? Ils vont réfléchir à une offre, ils vont créer une offre, ils vont se dire, les gens veulent ça, mais ils vont vraiment pas se demander si c'est validé ou pas. Donc, ils vont passer beaucoup de temps à créer une offre, ils vont passer beaucoup de temps à créer une formation, et après, ils vont aller chercher une audience pour vendre cette formation. Sauf que là, en réalité, ils vont se demander pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de clients? Pourquoi est-ce que ça vend pas? Pourquoi est-ce que ça ne convertit pas? Et bien parce que vous n'avez pas donné à votre audience ce que l'audience voulait, d'accord? C'est toujours l'audience qui décide et c'est toujours ce que l'audience et le marché veut. Donc là, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent et en échange, ramasser l'argent. Vous ne devez pas tomber amoureux de votre produit, ça c'est un piège, et ne créez pas une offre pour toi, mais pour ton audience. Donc ça demande de bien connaître son audience et c'est pour ça que tout le monde vous dit de faire des sondages ou demander à votre audience ce qu'ils veulent ou de bien étudier le persona. En tout cas, tous les coachs business vont vous dire de bien étudier tout ça. Alors, quelque chose que la plupart des gens font comme erreur, c'est vendre des burgers à 5 € à des sportifs de haut niveau. C'est quelque chose que vous n'allez pas faire, d'accord? On se doute que si on veut ouvrir un magasin de burgers, un restaurant qui vend des burgers, on va pas vendre des burgers à 5 € à des sportifs qui font du sport, qui font du crossfit, etc. On va plutôt cibler d'autres types de personnes. Alors, la plupart des entrepreneurs, ils font cette erreur. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas assez travaillé leur persona ou leur avatar client. Ils étudient leur avatar client et ils disent par exemple, je m'adresse aux femmes sportives de moins de 35 ans qui gagnent plus de 2000 € par mois et ils se contentent de ça et ils disent, mon avatar c'est ça mon avatar client. De l'audience, donc autour du persona. Plus on connaît le persona, mieux on peut créer un système de conversion qui va
justement faire son travail, vendre et convertir. Donc ça va faciliter le travail au niveau du marketing. Donc le vrai persona client, comment est-ce qu'il faut étudier son persona client? C'est rentrer dans la tête du prospect, ses émotions, ce qu'il essaye de faire, ses doutes, ses peurs, ses rêves, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est au plus bas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête de manière quotidienne, les actions qu'il fait, tout ce qu'il essaye de faire. Tout ça, c'est des choses qui vont être hyper précises et c'est pas juste je m'adresse aux femmes sportives de moins de 35 ans ou je m'adresse aux cadres qui gagnent 4000 € par mois. C'est pas juste ça en fait. Il faut vraiment rentrer dans la tête du prospect, dans la tête du persona. Ok, donc là, ça c'est une fondation hyper importante. Si vous ne savez pas répondre aux questions qui vont arriver, donc là je vais vous poser une série de questions. Si vous savez pas y répondre, et ben prenez le temps de faire l'exercice parce que vraiment c'est ça qui va faire que derrière après on va pouvoir faire un tunnel de vente ultra personnalisé, ultra performant et qui va convertir à fond. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, je sais pas si vous pouvez regarder, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est la matrice de persona que moi j'utilise à chaque fois quand un client va travailler avec moi. D'accord? Donc c'est hyper profond. Il y a l'étude du persona, elle est assez profonde. Il y a toute une matrice. Moi, je vais vous révéler les questions qu'on utilise, mais le travail, il est très long et ça demande de faire beaucoup de recherches et d'étudier le marché et comme je vous disais tout à l'heure, d'aller faire des sondages, d'aller questionner votre audience, d'aller chercher les bonnes informations, d'aller discuter avec eux, de les prendre en appel. Donc ça prend vraiment du temps. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'on va pas improviser une offre au hasard parce qu'on pense que l'audience veut ça, d'accord? Soit on crée un MVP et après derrière on adapte pour vérifier la demande et après on adapte. Mais la meilleure manière de faire, c'est quand même de tester, de connaître l'audience et de savoir ce qu'ils veulent pour ensuite ramasser l'argent. Et bien sûr, tout ce que je vous dis là, on fait ça dans le but de créer une offre irrésistible, donc de bien sûr améliorer l'offre irrésistible, mais aussi dans le but de créer un système de conversion, d'accord? De créer un tunnel de vente qui va vraiment vendre et qui va vraiment être efficace, ok? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur-là aussi, pareil, ils n'ont pas étudié leur persona, ils ont juste fait l'offre et derrière, ils vont aller faire le tunnel de vente, ils veulent se payer des services d'une personne qui va créer un funnel de vente, d'un funnel builder, mais malheureusement, donc si vous êtes un funnel builder, faites très attention, étudiez le persona avec vos clients, ne faites pas juste un funnel de vente comme ça parce que c'est la meilleure manière de ne pas faire de vente, ok? Donc il faut retravailler le persona, retravailler l'offre pour avoir un système de conversion qui correspond exactement à ce que les gens ils veulent, ok? Et c'est pour ça qu'on ne crée pas encore une fois une offre au hasard. Plus on a d'informations, plus on peut toucher de manière pertinente, plus on sait ce qu'il touche, plus on le connaît par cœur, plus nos suggestions de passage à l'action, d'accord? Nos suggestions de passage à l'action, ce sont des micro-conversions, enfin c'est de la conversion, et ben plus on connaît, plus nos suggestions de passage à l'action seront efficaces et on aura un taux de conversion qui sera beaucoup plus haut. Ok, maintenant tenez-vous bien, prenez des notes, c'est un moment important parce que je vais vous expliquer en profondeur comment analyser votre persona et surtout ce qui est important c'est pour répondre aux questions, donc je vais vous donner une liste de questions, mais ce qui est aussi important c'est pas juste de noter les questions comme ça, c'est de savoir et de comprendre comment on aborde la question et comment on va y répondre parce que ça n'a pas du tout le même impact de savoir bien répondre à la question ou non. Donc là, on aborde les questions générales. Il y a plusieurs types de questions. La première question que vous devez vous poser, c'est pour qui créez-vous de la valeur? Pour qui est-ce que vous créez de la valeur? Comment est-ce que vous devez aborder cette question? Eh bien, vous devez vous demander qui est-ce que je vais aider le plus, ok? Et qui est le plus susceptible dans les personnes qui regardent mon contenu, qui est le plus susceptible de déjà dépenser de l'argent chez moi et qui est-ce que je suis le plus susceptible d'aider le plus et d'avoir un impact le plus fort possible. Ça, c'est une des questions. Déjà, rien que la première question, on va pas forcément s'y poser. On va se dire, oui, j'aide les personnes qui veulent perdre du poids. J'aide les femmes qui veulent perdre du poids. Mais peut-être que si tu aides les femmes qui sont en sortie d'accouchement à plus de 30 ans, déjà, la douleur, elle est beaucoup plus énorme. Et ensuite, tu vas beaucoup plus pouvoir les aider. Donc, tu vas créer de la valeur spécifiquement pour ces personnes-là. Donc là, il faut vraiment se poser la question de qui est la personne spécifique à qui je veux apporter de la valeur. Par exemple, on l'a encore fait ce matin. On avait un client au téléphone. Il nous disait, je comprends pas, j'ai fait un tunnel de vente, pas vendu de produit, pourtant j'ai une bonne audience. Et en fait, on lui expliquait que non, simplement, tu n'as pas étudié ton persona comme il fallait simplement déjà te poser la première question, pour qui est-ce que tu crées de la valeur et qui a vraiment besoin, qui est prêt à mettre 1000, 2000, 3000 € pour tes services, d'accord? Et justement, il faut que, posez-vous cette question-là, il faut que les personnes pour qui vous créez de la valeur aient une douleur qui soit assez forte liée au problème ou liée à votre expertise. Ensuite, pour les 3 questions qui vont suivre, vous allez devoir en lister 5 à chaque fois, général, enfin entre 5 et 10.
quels sont leurs besoins, ok? Quels sont leurs problèmes et quelles sont leurs peurs. Leurs besoins, c'est quoi? C'est de quoi ont-ils besoin réellement et de manière intrinsèque, de manière générale, de manière profonde. Les problèmes, c'est pareil. Et les peurs, c'est pareil. Encore une fois, là, on va pas rentrer spécifiquement tout de suite dans l'expertise. Là, on va être dans plus quelque chose de général. Limite, ce sont des conséquences aux problèmes qu'ils ont. Ensuite, quel type de relation est-ce que vos clients, ils souhaitent? Quel type de relation ils souhaitent avec vous? D'accord, avec vous et avec votre entreprise. Donc ça, c'est important de se demander qu'est-ce que le client, il s'attend à avoir quand il paye et qu'est-ce que le client, il s'attend ou qu'est-ce que le client, il voudrait pour acheter chez vous, d'accord, en termes de relation. S'il y en a une, parce que s'il achète un stylo, il s'en fout de la relation. Mais s'il achète un programme à 10 000 euros, bah effectivement, il va avoir envie qu'on le prenne en considération et qu'on prenne soin de lui, ce qui est normal. Et ensuite, quel est leur pouvoir d'achat? Ça, c'est bien de savoir à peu près quel est le pouvoir d'achat parce que ça va vous servir de curseur, de jauge pour mettre le prix de votre programme ou de votre produit. Ok, donc maintenant, on est sur des questions d'action. Les actions, c'est hyper puissant. Pourquoi c'est hyper puissant? Parce que ça va permettre en fait de connaître ce que le prospect essaye de faire. Donc, quelles sont les actions qu'il va mener et les tâches qu'il va mener au quotidien. Donc là, on comprend son quotidien et on se projette. Et aussi, ça va vous permettre de vraiment le connaître par cœur et de tout simplement comprendre pourquoi est-ce qu'il fait les choses, pourquoi est-ce qu'il fait telle action. Et vous, derrière, vous allez pouvoir venir contrer certaines objections, le rassurer en lui disant, bah voilà, encore une fois, quand on construit le système de conversion, vous allez lui dire, bah je sais que tu as déjà fait ça, donc derrière, je vais t'apprendre à faire ça. Peut-être que là, tu faisais ça, mais tu le faisais en faisant telle erreur. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. Donc la première question, c'est que recherche-t-il à faire? Qu'est-ce que le client recherche à faire dans son quotidien? Ok, on va pas chercher forcément à comprendre pourquoi, d'accord, ou dans quel but. On va plutôt chercher à isoler ce qu'il essaye de faire. Ensuite, quel problème essaie-t-il de résoudre? Donc là, on a répondu à la question quel problème il avait, mais là, ça va nous aider à nous dire quel problème est-ce qu'il essaye de résoudre. Parce que parfois, il essaye de résoudre un problème, mais peut-être qu'il peut avoir un autre problème qui n'est pas conscient, ou alors il essaye tout simplement pas de résoudre certains types de problèmes. Là, on est vraiment dans l'action d'essayer de résoudre un problème, pas dans les problèmes qu'il a à proprement parler. Donc, quel besoin essaie-t-il de combler? Le besoin qu'il essaye de combler, là, on est vraiment sur le pourquoi. Si vous n'arrivez pas à trouver, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser la question pourquoi plusieurs fois. Par exemple, quel besoin essaye-t-il de combler? Il veut augmenter son taux de conversion. Mais pourquoi est-ce qu'il veut augmenter son taux de conversion? Parce que il veut gagner plus d'argent. Pourquoi est-ce qu'il veut gagner plus d'argent? Parce que il veut être plus libre. Et pourquoi est-ce qu'il veut être plus libre? Parce qu'il veut passer plus de temps avec ses enfants. Donc là, comprenez que le besoin fondamental, c'est passer plus de temps avec ses enfants. Dans quel contexte agit-il? Ça, c'est super important de comprendre dans quel contexte agit-il et limite d'en faire une description. Pourquoi? Parce que dans votre tunnel de vente, vous allez en parler et vous allez en jouer. Vous allez jouer du contexte, vous allez jouer de l'environnement. Je pense que vous avez déjà vu plein de funnels de vente qui vous disent bon bah je sais que tu as déjà vécu ça, je sais qu'aujourd'hui tes parents te disent qu'il faut pas faire ça ou que ton entourage te dit que c'est pas bien, personne ne comprend ce que tu fais. Ça vient du contexte, ça vient de l'environnement et il faut savoir en fait dans quel contexte est-ce qu'il agit. Okay, est-ce qu'il est dans un contexte d'urgence? Est-ce qu'il est dans un contexte de peur? Est-ce qu'il est dans un contexte de mécompréhension de la part de ses pairs? Faites-en une petite description, c'est super important. Ensuite, on va venir se poser la question, quel est son contexte émotionnel? Donc le contexte émotionnel, ça va regrouper des émotions comme la peur, donc pourquoi est-ce qu'il a peur? La joie, pourquoi est-ce qu'il est en joie? Qu'est-ce qui le met en joie? La colère, qu'est-ce qui le met en colère? Qu'est-ce qui le rend triste? Un maximum d'émotions et ensuite on va détailler pour chaque émotion qu'est-ce qui va le rendre triste, qu'est-ce qui va le rendre en colère, qu'est-ce qui va le rendre heureux, qu'est-ce qui va le mettre en joie et ça va vous donner énormément d'informations. Ok, ensuite quel est son contexte social? Donc socialement, comment est-ce que ça se passe pour lui? Est-ce que les autres le jugent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est apprécié? Est-ce qu'il est en phase de crise? Comment est-ce que socialement, avec son entourage, ça va se passer pour lui. Voilà, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que en tant qu'être humain, l'image qu'on renvoie aux autres est super importante et notre contexte social est aussi vraiment très important. Même si parfois on peut avoir envie de prêter moins d'attention à la vie des gens, ça c'est quelque chose qui est dans la pyramide de Maslow. C'est vraiment quel est le contexte social et comment est-ce qu'on s'intègre dans un groupe. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, on va venir regarder les tâches et les actions qu'il va mener au quotidien. Donc, quelles sont les tâches
quelles sont les actions qu'il va mener au quotidien. Là, on n'est plus sur ce qu'on avait vu en haut dans ce qu'il recherchait à le faire. Là, on est vraiment dans ce que lui, il fait de manière effective. D'accord? On est vraiment dans, par exemple, il recherche à créer un tunnel de vente et ce qu'il va faire, c'est plutôt essayer de faire une page de capture, essayer de faire une page de vente. Mais il n'arrive pas à créer son tunnel de vente de A à Z. D'accord? Donc, il y a une différence entre les tâches et les actions qu'il va faire et ce qu'il essaye de faire. Ok, ensuite, on va arriver sur les questions qui sont liées aux douleurs. Les douleurs, en fait, c'est tout ce qui va être lié au négatif. Et c'est important de savoir tout ça parce que les douleurs, finalement, c'est ce qui va nous motiver à passer à l'action. Okay, c'est pour échapper à une douleur qu'on va passer à l'action. Okay, donc là, on va analyser tout ça et donc c'est ce qu'on va voir avec les questions que je vais vous expliquer. Ok, toute première question, pourquoi est-ce que les solutions actuelles ne sont pas satisfaisantes? Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étudier les solutions actuelles, donc ce que la personne elle a déjà essayé de faire, et aussi vous allez regarder ce que vos concurrents y font. Vous allez regarder ce qu'ils font et vous allez vous demander pourquoi est-ce que eux, ce qu'ils proposent, et pourquoi est-ce que les solutions que la personne a déjà essayées ne fonctionnent pas et n'apportent pas les résultats. Et ensuite, dans un second temps, quand vous allez créer votre offre, dans un second temps, vous allez vous demander comment est-ce que je peux faire mieux que ce qui existe déjà? Comment est-ce que je peux faire mieux que les solutions actuelles? C'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. Ensuite, quels sont les principaux défis et difficultés? Donc les principaux défis et difficultés, c'est quelque chose qui est vraiment très relatif à l'expertise. Je vais vous donner un exemple par rapport à moi, mon expertise. Quand une personne essaie de faire un tunnel de vente, un défi ou une difficulté, c'est par exemple, il n'y connaît rien à la technique, il sait pas faire de marketing, il sait pas analyser son persona, il essaye de le faire mais il n'y arrive pas. D'accord? C'est ça les défis et les difficultés. Donc là, pour vous, l'enjeu, c'est de vous demander quels sont les défis qu'il essaye de mettre en place. Donc si c'est de l'investissement, peut-être que lui, son défi, c'est de savoir quoi investir. Ou si c'est en immobilier, c'est de comprendre comment investir en immobilier, d'accord? Mais là, il faut que ce soit vraiment précis, donc c'est les enjeux en fait liés à votre expertise. Alors ensuite, on a quelles sont les conséquences sociales négatives. Les conséquences sociales négatives, c'est socialement, il peut y avoir des choses qui sont négatives. Par exemple, quand une personne va entreprendre, peut-être qu'elle va pas être comprise par les autres personnes de sa famille, et elle va se retrouver toute seule. Donc se retrouver seule, c'est une conséquence sociale négative. Quel risque la personne craint-il ou évite-t-il? Le risque, de manière générale, c'est lié au danger. Donc vous allez vous demander quel est le danger, donc quel est pour cette personne-là, qu'est-ce qui fait que la personne, elle croit qu'elle se met en danger, ok? Et donc du coup, derrière, ça va vous donner la réponse au risque qu'il craint ou au risque qu'il évite. Ce qui empêche le client de dormir, ça c'est une question qui est fondamentale parce que quand une personne n'arrive pas à dormir par rapport à un problème, ça relève d'un problème qui est très profond. Et si vous pouvez l'aider à résoudre ce problème qui est très profond, derrière vous allez gagner pas mal d'argent. Maintenant, demandez-vous quelles sont les principales erreurs que mon client fait. Donc par exemple, quelles sont les erreurs que lui il peut faire, et ça c'est très relatif encore une fois à votre expertise. Par exemple, si c'est sur le fait d'apprendre une langue, peut-être que en erreur, ce qu'il peut faire, c'est mal conjuguer un verbe ou peut-être mal le parler, d'accord? Dans le fait de construire un tunnel de vente, les principales erreurs, c'est ne pas faire de test AB, ne pas adapter la version mobile, ne pas mettre le bouton au-dessus de la ligne de flottaison, mettre des mauvaises couleurs sur les boutons. Ok, donc ça, c'est vraiment des erreurs qui sont très très spécifiques à votre expertise. Quelles sont les croyances limitantes? Les croyances limitantes sont simplement des croyances qui, ça vous en entendez beaucoup parler en développement personnel, sont simplement des croyances qui vont vous limiter à votre propre schéma et vont tout simplement limiter, donc vous limitez vous ou votre prospect à ne pas aller plus loin. Par exemple, une croyance limitante, ça pourrait être « je crois que je ne suis pas capable », et c'est souvent ça, c'est « je crois que je ne suis pas capable, je crois que je ne suis pas capable de faire une masterclass sur la conversion, donc je ne vais pas la faire, d'accord? Et je ne vais pas la publier sur YouTube, ok? Et si j'avais eu cette croyance-là, je l'aurais jamais fait et vous aurez jamais consommé ce que je suis en train de vous expliquer. Ensuite, qu'est-ce que votre client va trouver trop coûteux? Donc ça peut être trop coûteux en termes d'argent, mais ça peut être aussi trop coûteux en termes d'effort, ça peut être trop coûteux en termes de temps, en termes de risque-prix. Voilà, qu'est-ce qui va lui coûter en termes d'émotion aussi, pareil. Et ensuite, derrière, vous avez ce qui va le mettre mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qui va mettre votre client mal à l'aise? Donc, mettez-vous à sa place ou demandez-lui directement qu'est-ce qui le met mal à l'aise par rapport justement à votre domaine d'expertise. Donc, par exemple, si la personne, elle essaye de perdre du poids, peut-être que ce qui va le mettre mal à l'aise, c'est de ne plus rentrer dans ses pantalons ou c'est de se mettre torse nu à la salle de sport, par exemple, ou se mettre en débardeur à la salle de sport. Ça c'est quelque chose qui peut le mettre mal à l'aise. Ça, c'est des choses qu'il faut réussir à identifier. Ensuite, on arrive sur la quatrième et dernière partie, c'est les bénéfices. Donc,
le positif. Donc c'est ce que la personne aimerait obtenir et ce qu'il va gagner idéalement grâce à votre produit. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui simplifierait la vie de ton client? Donc là, comment est-ce qu'il faut aborder cette question? Il faut se dire, ok, si j'avais une baguette magique, si j'étais pas limité en termes de compétences, en termes de rien du tout, qu'est-ce qui simplifierait la vie instantanément de mon client? Et bien peut-être que ce qui simplifierait la vie instantanément de mon client, ce serait avoir un pool de prospects chauds et prêts à acheter. Et bien peut-être que maintenant tu sais que derrière, il faut que tu te concentres sur le fait de lui apporter ce pool de prospects chauds prêts à acheter. Et bien c'est exactement pareil, mais vous allez l'appliquer avec votre propre business. Donc là, le but, c'est vraiment de se dire, ok, je suis un magicien, je peux tout faire apparaître, je vais rien rater. Et qu'est-ce qui va lui simplifier la vie? Qu'est-ce qui va faire que derrière, pour lui, ça va être comme si c'était de la magie? Les conséquences sociales positives. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que les conséquences sociales négatives, sauf que là on inverse c'est un petit peu de l'autre côté de la pièce. Donc si la personne elle réussit, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur il se retrouve isolé parce que personne ne comprend ce qu'il fait, bah peut-être que quand il va gagner de l'argent et quand il va afficher sa réussite, et ben les gens autour de lui vont le féliciter, les gens autour de lui vont l'admirer. Ok, donc ça c'est des conséquences sociales qui sont positives. Bah vous c'est pareil, mais encore une fois adapté à votre business. Un autre exemple de conséquences sociales positives, ce serait par exemple une personne qui perd du poids, on va lui faire des compliments. Ou alors, elle a rencontré d'autres personnes qui font du sport comme elle et du coup elle s'est intégrée et elle s'est fait des nouveaux amis. Ça peut être un exemple de conséquences sociales qui sont positives. Quels avantages veut-il? Alors, ça peut être un avantage par rapport aux autres, mais c'est aussi un avantage par rapport à ce qu'il n'avait pas lui-même avant. Encore une fois, si on reprend la perte de poids, puisque c'est un exemple qui est très commun, une personne qui se sent pas bien dans sa peau, c'est un avantage de bien se sentir dans sa peau. Son rêve et son idéal. Donc là, le but pour vous, c'est de faire une petite description de quel est son rêve, quel est son idéal, qu'est-ce qu'il veut vraiment au plus profond de lui. Ça, c'est vraiment une petite description. Vous allez utiliser les 5 sens et derrière, vous allez faire une petite description, un petit vision board, un petit rêve de ce que vraiment lui, il aurait vraiment envie et ce qu'il a dans le sang, quoi. Ensuite, on a comment mesure-t-il la réussite et le succès. Et ça, c'est les critères de réussite par rapport à lui-même et par rapport à votre marché du coup. Par exemple, une personne qui va faire le Tour de France et si c'est un amateur, son critère de réussite, c'est de réussir à terminer le Tour de France. Alors que pour Tadej Pogačar, peut-être que son critère de réussite, c'est de gagner le Tour de France. D'accord? Donc les critères de réussite ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui augmenterait la possibilité qu'il utilise votre solution ou votre produit. Donc qu'est-ce qui pourrait augmenter la probabilité qu'il utilise votre produit? Il faut se poser cette question parce que ça va répondre à certaines objections que le client va avoir. Peut-être que c'est trop cher, peut-être que derrière il n'y a pas précisément ce qu'il voulait, peut-être qu'il n'y a pas d'accompagnement alors que lui il voulait un accompagnement. Donc voilà, qu'est-ce qui va augmenter la probabilité pour qu'il dise oui à votre solution ou votre produit. Ensuite, on est sur quelle économie le rendrait heureux. Donc là, quelle économie le rendrait heureux, c'est surtout pour des clients qui font de l'argent. Donc combien d'argent est-ce qu'il voudrait gagner, mais c'est aussi pour avoir un bon retour sur investissement. Moi, je me rappelle, j'ai fait un produit pour un professeur des écoles, donc c'est des gens qui n'avaient pas forcément besoin de gagner d'argent, d'accord? Les professeurs des écoles, ils ont pas, enfin si, ils ont le besoin, mais ils n'ont pas l'envie d'aller gagner de l'argent. Mais par contre, on a quand même fait un retour sur investissement pour illustrer que grâce au produit, dans tous les cas, tu vas gagner de l'argent. Ensuite, quel résultat dépasserait ses attentes? Donc là, on est sur un résultat qui est au-delà de lui-même, ses propres objectifs. Peut-être qu'il s'est dit, ok, en 3 mois, je peux perdre 10 kilos, c'est déjà insane. Et s'il arrive à en perdre 15, ce serait incroyable. D'accord? Donc ça dépasse ses attentes. Si on est, par exemple, sur de l'investissement, parce que j'ai ça en tête, investir à 5% l'année, peut-être que pour lui, c'est déjà incroyable. Et si vous l'amenez à 10%, il sera hyper content. Ok? Si vous êtes dans les cryptos, si vous faites un 50%, c'est incroyable, si vous êtes un trader, bien sûr. Ensuite, dans quelle mesure les solutions actuelles réjouissent-elles votre client? Ça veut dire quoi? C'est dans quelle mesure est-ce que les solutions qu'il a déjà essayées vont quand même l'aider et vont quand même lui apporter un résultat. Ok? Donc ça, il faut le noter parce que ça va vous permettre d'admettre que ce qu'il a fait et ce qu'il a déjà essayé, ça lui a apporté des résultats, mais il peut aller chercher plus loin et lui montrer que oui, tu as déjà obtenu ce résultat, tu as déjà réussi à arriver jusqu'au point B, mais maintenant tu vas arriver au point C, au point D, au point E et tu vas aller encore plus loin. Ok, en réalité, là le persona c'était beaucoup de questions, beaucoup de choses et encore une fois je vous ai dit
notez bien, j'espère que vous avez tout noté. Mais une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on a une vision qui est hyper claire de à qui est-ce qu'on s'adresse et de ce qu'il veut. Ensuite, on va adapter et construire l'offre autour de ce travail et aussi le marketing et donc du coup le système de vente autour de ce travail. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour adapter ton offre et t'assurer que ton offre, parce que je pense que tu as déjà potentiellement une offre, mais ce que tu veux, toi, c'est mettre des éléments en plus par rapport au travail que tu viens de faire et par rapport au travail que tu viens de faire dans cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va répondre à toutes ces questions, donc toutes les questions sur le persona. Ensuite, on va déterminer donc dans le persona quels sont les éléments les plus importants et qui peuvent avoir le plus d'impact dans notre offre. Ok ? Et ensuite, tu vas y répondre. Quand tu vas y répondre, donc quand tu vas répondre à toutes ces questions et quand tu auras les éléments les plus importants, tu vas avoir le process central de ton offre. Donc comment est-ce que tu les fais passer du point A, ils viennent te voir d'un point A, la situation désirée c'est le point B, et comment est-ce que tu les fais passer du point A au point B, c'est le process central de ton offre. Et du coup, c'est les réponses aux questions que je t'ai données tout à l'heure. Donc là, tu as le process principal. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que peut-être que ta promesse, elle fonctionne bien, et dans ce cas-là, c'est ok, mais si tu veux maximiser ton taux de conversion, c'est peut-être que ta promesse, elle n'est pas totalement claire et elle n'est pas totalement précise. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter une promesse selon l'équation de la valeur d'Alex Hormozi. Donc ça, je vais t'expliquer après dans la slide comment est-ce que tu peux faire pour adapter une promesse avec cette équation de la valeur de Alex Hormozi. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter une garantie qui fait que le client ne peut jamais perdre. D'accord ? Donc s'il achète ton offre, que derrière, en fait, il obtient le résultat promis, il obtient le résultat promis. Et s'il n'y arrive pas, il y a la garantie qui fait que derrière, en fait, il va quand même gagner quelque chose. Alors, si on reprend l'exemple, mais vraiment très très rapide, très succinct par rapport à la perte de poids et par rapport aux questions posées tout à l'heure. Donc par exemple, les principales difficultés sont la perte de poids, le fait de suivre un régime, le fait de faire du sport, il se sent gros, il se sent pas à l'aise dans son jean, il est complexé, il n'aime pas son corps. Ok. Ensuite, le rêve, c'est retrouver le corps de sa vingtaine, pouvoir se faire plaisir en mangeant, et voilà, sentir ses abdos, se sentir beau dans le miroir. Ok. Et ce qu'il fait, donc ces actions qu'il mène au quotidien, c'est grignoter, Uber Eats, régime drastique qui ne fonctionne pas et qui dure pas. Ok. Donc ça, c'est, on a complété, mais là, vous le faites vraiment de manière très précise. Moi, j'ai juste expliqué pour l'exemple. Ok. Alors par exemple, le process. Pour la perte de poids. Donc par exemple, le fait de perdre du poids, c'est les difficultés. On va lui proposer une routine qui est prête à l'emploi pour entamer une perte de poids rapide. Ensuite, pour les plaisirs, pouvoir se faire plaisir en mangeant. La situation désirée, pouvoir se faire plaisir en mangeant. Et là, on va lui apporter comment manger des délicieux plats qui sont équilibrés et que tu n'as même pas toi-même préparé. Donc tu n'as même pas besoin de les préparer, tu as juste à les réchauffer. Et ensuite, pour les actions qu'il mène, donc ce qu'il fait, les mauvaises habitudes, grignoter, Uber Eats, etc., on va lui apporter un hack, par exemple, qui va te permettre de gérer tes propres mauvaises habitudes. Ok, ça, comme je le dis ici, moi je l'ai fait de manière très succincte. Donc en réalité, c'est un travail en profondeur que toi tu dois faire. D'accord ? Si tu regardes la vidéo, si vous regardez la vidéo, c'est un travail vraiment long que vous devez faire. Faut pas prendre ça à la légère. Faites des choses qui sont difficiles maintenant pour ensuite avoir une vie facile après. Ça peut prendre des heures et des heures. Et parfois, ça demande en fait d'avoir l'esprit bien accroché, sharp, et de réussir à se concentrer pendant des longs moments. Ensuite, la promesse et l'équation de la valeur. Alors là, l'équation de la valeur, j'en avais entendu parler pour la première fois en 2023 de Alex Hormozi, mais c'était un entrepreneur avec qui je travaillais qui m'en a parlé. Donc le calcul de la valeur, l'équation de la valeur, c'est comme suit. C'est l'issue rêvée, ok, donc c'est l'issue rêvée. Quelle est l'issue rêvée ? Quel est le rêve ? Ensuite, la probabilité ou les chances estimées de réussite, donc multiplier. Et ensuite, vous allez diviser par le délai et les efforts et les sacrifices nécessaires pour obtenir cette issue rêvée, ok ? C'est simple en fait. L'issue rêvée, c'est positif. Les chances estimées de réussite, c'est positif aussi. Et le délai, c'est quelque chose qui est négatif, d'accord ? Parce que c'est les efforts qu'il y a à mettre en place et le délai qu'il faut attendre. Donc, c'est quelque chose qui est négatif et donc, du coup, qui va réduire la valeur. Par exemple, si on vous dit, oui, tu vas réussir à perdre 10 kilos, c'est trop bien. Mais si on vous dit que c'est perdre 10 kilos en 10 ans et en faisant du sport tous les jours, du coup ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors que si on vous dit perdre 10 kilos en par exemple 3 mois et en faisant pas de sport, juste en mangeant des bons plats qui sont bien cuisinés, ça a beaucoup de valeur. Donc l'exemple de la promesse, donc là on voit pas parce que il y a ma tête, mais ce serait perdre 10 kilos en 30 jours. Bon là j'ai un petit peu abusé peut-être sur le délai, mais perdre 10 kilos en 30 jours en copiant ma routine sans sport, tester
sur plus de 150 pères de famille. Ok, donc là, ça veut dire qu'on va s'adresser aux pères de famille. L'issue rêvée, c'est perdre 10 kilos. Le délai, c'est en 30 jours. En copiant ma routine sans sport, donc ça, c'est les efforts et les sacrifices, on va enlever des efforts et des sacrifices. Tu as juste à copier. Déjà, ça t'enlève des efforts. Tu vas copier ma routine et tu vas pas faire de sport. Donc, tu vas enlever une douleur de qu'est-ce qu'il faut faire et enlever la douleur de faire du sport. Ok, donc ça va augmenter la valeur et les chances estimées de réussite, c'est testé sur plus de 150 pères de famille. Ça fonctionne. Donc, si toi aussi tu es un père de famille, si tu suis la méthode, normalement ça devrait fonctionner aussi pour toi. D'accord? Donc là, pour les chances estimées de réussite en général, ce qu'on veut, c'est ajouter des preuves, des témoignages ou des études de cas qui montrent que ça fonctionne et qu'avec votre produit, il va forcément réussir. Alors maintenant, on arrive à la garantie. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une garantie sur une offre? Donc, il faut rester dans cet état d'esprit que le client, il doit gagner dans tous les cas. Donc, ça va amener une confiance qui est énorme dans le produit ou dans la solution. Parce que si on dit que de toute façon, je suis tellement confiant que si tu ne gagnes pas, derrière, je te rembourse intégralement ou derrière, je te donne un coaching en plus ou je te donne 5 000 € en plus, derrière, déjà de 1, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Ça, c'est la première chose. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais vous avez, voilà. Et ensuite, derrière, lui, il va se dire, ok, je suis toujours gagnant. Ok, donc forcément, il va s'engager. Donc, si ça marche, par exemple, la promesse qui est tenue, il perd ses 10 kilos, c'est ok. Mais si ça fonctionne pas, la garantie, ce serait quoi? Ce serait, il est quand même gagnant. Si tu n'as pas perdu au moins 5 kilos, on te paye tes courses et tes repas en bonus. Et en bonus, tu repars avec un coaching personnalisé. Donc en gros, si le mec, il n'a pas perdu au moins 5 kilos, parce que on met quand même des conditions, on va te payer toutes tes courses et tes repas, et en bonus tu pars avec un coaching personnalisé. Donc dans le pire des cas, soit tu perds 10 kilos, soit tu perds 5 kilos et en plus on va te payer tes courses pour la semaine qui vient ou le mois qui vient, et en plus on te fait un coaching personnalisé pour aller chercher tes 5 derniers kilos. Donc dans tous les cas en fait, d'ailleurs tu peux pas perdre parce que tu vas quand même perdre tes 10 kilos au bout d'un moment. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est que la garantie, elle soit conditionnée, parce qu'on ne veut pas non plus mettre en danger le business, mais elle est conditionnée, mais aussi de manière à isoler le produit du client. Ça veut dire que, en fait, le client, il doit se dire dans sa tête, ok, mon produit, il est tellement bon que j'ai juste à appliquer. Donc, ça ne dépend que de moi. Et si le client, il ne performe pas, il n'y a aucune excuse, ce sera de sa faute à lui, parce qu'on lui a donné tout ce qu'il fallait pour y arriver. Donc, logiquement, le client, il doit juste se dire, ok, ça va fonctionner. Il faut juste que je m'y attelle correctement. Donc pour adapter ton offre, c'est simple, tu fais le process clair, tu mets ta promesse claire en suivant l'équation de la valeur de Hormozy et tu mets une garantie pour que le client soit toujours gagnant. Encore une fois, vous allez vous demander pourquoi on fait tout ça? On ne parle pas de tunnel de vente, on ne parle pas de conversion. Si, justement, ça, c'est les principes de base qui vont vous permettre de convertir. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Quand on va créer le tunnel de vente, on va mettre justement du contenu sur le tunnel de vente. Et le contenu qu'on va mettre sur le tunnel de vente, c'est tout ce qu'on a vu là. C'est tout le persona, c'est tout l'offre, c'est toute la promesse. Et c'est ça qui va augmenter le taux de conversion en réalité. Allez, maintenant en bonus, parce que j'ai vraiment envie de vous apporter un maximum de valeur, vous allez faire ce qu'on appelle créer un mécanisme unique. Donc le mécanisme unique, c'est quoi? C'est vous allez vous poser la question et vous allez vous dire en quoi la manière de résoudre le problème, en quoi ma manière à moi de résoudre le problème est unique. Parce que vous avez des concurrents et il y a beaucoup de concurrents qui vont résoudre le même problème que vous. Mais en quoi est-ce que vous, votre manière de résoudre ce problème est unique? Vous allez réfléchir en pensée latérale. C'est quelque chose qui peut vous aider. Par exemple, vous allez utiliser des idées, des analogies ou des mécanismes en dehors de votre domaine pour trouver des idées originales et pour trouver des concepts qui sont originaux. Par exemple, l'ascenseur et la perte de poids, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est réellement un exercice que moi j'ai fait, d'accord? Je me suis dit, ok, je prends le premier mot qui vient avec l'exemple et j'essaye de voir comment est-ce que je peux créer un mécanisme unique grâce à ça. Donc le premier mot qui me venait, c'était ascenseur, voilà, je sais pas pourquoi. J'ai réfléchi, je me suis dit ascenseur, système de poulie. Système de poulie, il y a donc un balancier. Balancier, je vais chercher un équilibre. Et l'équilibre, je vais rechercher un point d'équilibre. Donc un besoin énergétique, donc le point d'équilibre en besoin énergétique, en besoin calorique. Okay, donc créer un système qui permettrait de trouver, donc pour le client, dans la perte de poids, créer un système qui permettrait de trouver un point d'équilibre rapidement au lieu d'y aller à tâtons ou au contraire comme un bourrin, ce qui permettrait d'y aller en douceur. Et là, j'ai tout mon marketing parce que en fait, au lieu de dire aux gens, voilà, peut-être que toi, ce que tu as déjà essayé, c'est de faire un régime drastique.
mais en réalité, tu n'es pas obligé de faire un régime drastique. Tu as un système de points d'équilibre que tu peux trouver rapidement avec une méthode que j'ai inventée et derrière, tu peux perdre du poids tout en mangeant convenablement à ta faim et en te faisant plaisir. Bah, derrière, le client, il va préférer cette situation-là parce que je vais lui enlever des difficultés, je vais lui enlever des douleurs. Encore une fois, l'équation de la valeur. Donc là, sur ce positionnement-là, sur ce mécanisme-là, je vais venir me positionner différemment en mettant en avant cette méthode-là que j'ai inventée. Vous pouvez croiser aussi différentes expertises. Moi, par exemple, j'ai une cliente qui était dans la nutrition et qui était aussi en même temps dans la biochimie. Enfin, bref, elle a inventé une méthode qui était à la croisée des deux. Et elle a dit comment est-ce que je peux croiser mes deux expertises. Et elle a inventé une méthode qui était unique. Et du coup, après en marketing, il s'avère juste d'expliquer pourquoi c'est une meilleure solution et pourquoi est-ce que c'est différent que les autres solutions. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Je sais que c'est pas facile et ça peut paraître tiré par les cheveux, mais moi j'ai pris 10 minutes pour réfléchir à ça. C'est juste un exemple de process en pensée latérale. Alors maintenant, on va passer au système de conversion. Ce qu'on veut, c'est mettre en place un système de conversion qui est adapté du coup à l'offre qu'on a adaptée et persona qu'on a analysé. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système de conversion, un système qui va nous assurer de convertir, sachant qu'on a énormément de possibilités, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut faire. Donc dans tous les cas, mettre en place un tunnel de vente de manière générale, c'est plutôt bien. Ok, si vous ne savez pas comment faire, regardez une de mes anciennes vidéos, je vous explique comment faire. Mais de manière générale, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a énormément de systèmes de conversion. Et le système de conversion, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Eh bien, le système de conversion qu'on va mettre en place, ça va dépendre de l'offre que vous avez, du prix et du trafic. Ok, donc il y a différents indicateurs qui vont vous aider à choisir quel système est-ce que vous allez mettre en place. Le problème, c'est qu'il existe, comme je vous ai dit, une infinité de systèmes marketing clé en main ou de tactiques. VSL, webinaire sont des tactiques qui sont populaires. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est on veut réfléchir avec une approche qui est plus fondamentale. On ne veut pas réfléchir en mode est-ce que je fais un webinaire ou est-ce que je fais une VSL. On va plutôt réfléchir à qu'est-ce que je veux faire avec mon système de conversion. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Ok, maintenant on rentre dans la partie des indicateurs. Quels sont les indicateurs qui vont vous aider à prendre la décision sur le système de conversion que vous allez construire? Déjà, les indicateurs que vous allez regarder, c'est le niveau de conscience du prospect. Le niveau de conscience du prospect, c'est quoi? C'est est-ce que votre prospect est conscient du problème? Est-ce qu'il est conscient de la solution? Est-ce qu'il est en recherche active? Donc ça, c'est l'éducation. Est-ce que vous allez avoir besoin d'éduquer ou non votre prospect? Est-ce que vous allez avoir besoin de passer du temps avec lui ou non? Ensuite, il y a le niveau de sophistication du marché. Donc ça, je sais que c'est un peu barbare, mais c'est ce que vos concurrents font et vos clients sont-ils souvent exposés au marketing. Donc ça, c'est le marketing. Donc par exemple, je sais que dans l'entrepreneuriat en ligne, le marché, il est ultra sophistiqué. Pourquoi? Parce que déjà, les gens sont souvent exposés au marketing. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous êtes au courant et vous êtes probablement plus éduqué au marketing en ligne qu'un chef de PME qui n'y connaît rien aux réseaux sociaux. Okay, donc, ce qui fait que nous, en tant qu'acteurs, on va devoir envoyer encore plus de valeur et ça va être encore plus sophistiqué pour pouvoir se démarquer. Donc ça va être beaucoup plus dur, la compétition va être beaucoup plus difficile. Mais par exemple, si vous attaquez un marché qui est beaucoup moins sophistiqué, les clients, donc du coup, ils sont moins exposés au marketing, les concurrents sont moins forts. Derrière, en fait, vous n'êtes pas obligé d'envoyer autant d'énergie parce que juste en faisant quelques points corrects en termes de marketing, ça va vous permettre tout simplement de gagner pas mal d'argent. Ok, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, le niveau de sophistication du marché. Ensuite, le trafic, est-ce qu'il est froid, tiède ou chaud? Est-ce que vous êtes à la proximité avec votre trafic? Ça, c'est important. Est-ce que c'est froid, donc il vient des ads? Est-ce qu'il est tiède? Donc dans ce cas-là, il vient peut-être du contenu ou de l'email marketing, ou est-ce qu'il est chaud? Et dans ce cas-là, vous faites une page de vente et la page de vente doit répondre à un webinaire. Donc les gens sont venus en webinaire, ils sont chauds à acheter. Derrière, vous faites une page de vente et les gens, ils achètent. D'accord? Donc ça, c'est un indicateur qui est important. Ensuite, quel est le pouvoir d'achat du prospect? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et quel est le prix de votre offre? Donc le prix de votre offre doit forcément correspondre plus ou moins au pouvoir d'achat du prospect, mais si le pouvoir d'achat du prospect est faible et que votre prix d'offre est élevé,
il va y avoir une disparité entre les deux. Et donc du coup, vous allez devoir apporter un maximum de valeur parce que c'est rare les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui mettent beaucoup d'argent dans une offre high ticket, d'accord? Alors que si derrière vous closez des entrepreneurs qui font 10K par mois sur une offre à 5 000 ou 6 000 euros, pour eux c'est ok. Donc vous n'avez pas forcément besoin de leur apporter énormément de valeur, juste vous avez besoin de les convaincre que votre offre c'est la bonne offre. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut aussi jauger, c'est quel est le pouvoir d'achat de ton prospect et quel est le prix de votre offre. Ensuite, vous devez connaître l'objectif. Donc l'objectif de ton funnel de vente ou de ton système de vente, l'objectif final, c'est toujours la vente, ok? On veut toujours vendre. Mais encore une fois, on va pas vendre une Porsche de la même manière qu'on va vendre un crayon de couleur. Ok, un crayon de couleur, on va juste présenter le produit à Carrefour versus la Porsche, c'est un positionnement qui commence à être un positionnement de luxe. Ok, donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes systèmes de conversion. Ensuite, par quelles étapes le prospect doit-il passer pour avoir suffisamment confiance en moi et en mon produit? Donc là, on doit se dire, quelles sont les étapes pour que le prospect il se dise, ok, j'ai confiance en moi. Encore une fois, ça correspond aussi, d'accord, ça va aussi répondre au trafic. Okay, est-ce que le trafic est froid? Est-ce que le trafic est tiède? La confiance, ça se joue aussi là-dedans. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez à la fin de votre funnel de conversion? Est-ce que vous voulez une prise d'appel? Est-ce que vous voulez une récupération d'email? Est-ce que vous voulez des relances téléphoniques? Voilà, peut-être que votre funnel y vend, mais peut-être que vous pouvez faire mieux et peut-être que vous pouvez améliorer avec tous les éléments que je vous ai donnés votre funnel de vente et votre funnel de conversion. Alors ensuite, connaissant tous ces éléments, on va pouvoir choisir ce qu'on met en place ou ce qu'on va venir adapter. Donc on va venir choisir quel type de funnel on va mettre en place ou quel type de système de conversion on va mettre en place. Peut-être que vous avez déjà un funnel et dans ce cas-là, c'est ok. Sinon, autrement, dans la globalité, si vous n'avez pas encore de funnel, dites-vous que peut-être un funnel low ticket, vous allez mettre un funnel low ticket si vous voulez faire ça, c'est que vous avez un produit qui est pas cher, donc vous avez juste à présenter votre produit. Si vous voulez vendre du high ticket, donc vendre un produit cher, vous allez avoir besoin de créer plus de confiance. Donc si vous voulez soit mettre en place un tunnel de vente, soit optimiser votre tunnel de vente pour qu'il convertisse encore plus, contactez-moi sur digitalartfunnel.com, allez regarder sur le site, j'ai une petite vidéo pour vous. Et on se retrouve de l'autre côté. Allez, maintenant je vais te donner une liste de choses à faire, une liste de règles de base que tu peux faire. Donc ça, c'est dans l'exécution de ton funnel pour adapter ta conversion. La première chose, la première règle que tu dois mettre en place pour augmenter ton taux de conversion, c'est la règle du premier coup d'œil. Donc tout doit être clair au premier coup d'œil. Donc si il y a quelque chose qui n'est pas clair, si c'est pas lisible, si on ne comprend pas, ça doit être refait, d'accord? Parce que les gens, ils vont partir. S'ils ne comprennent pas, un esprit confus, c'est un esprit qui n'achète pas, c'est un esprit qui s'en va, ok? Donc même si à la base il était intéressé, même s'il a cliqué sur votre contenu, même s'il a cliqué sur votre pub, si la page n'est pas claire, si le système de conversion n'est pas clair, tout doit être refait. Ensuite, par page, donc quand vous avez votre tunnel de vente, par page, vous devez faire un CTA, donc un call to action, donc un appel à l'action unique par page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas mettre un bouton. Vous voyez sur les sites internet, vous avez un bouton contact, vous avez un bouton avec un menu pour se balader à gauche à droite. Les sites internet ne convertissent pas. Pourquoi les sites internet ne convertissent pas? Ils vont pas convertir parce qu'ils sont pas faits pour la vente, ils sont pas faits pour la conversion. Les sites internet, ils sont faits pour être des sites vitrines ou être des sites qui va donner de la confiance aux gens. Ok? Mais là, dans le funnel, on parle d'un funnel, donc on va venir mettre plusieurs CTA, plusieurs call to action, plusieurs boutons, mais qui ont une seule action à chaque fois. Ensuite, le call to action, il doit être bien visible. Et ça, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. On va utiliser certaines techniques, comme par exemple le contraste. On va venir contraster le bouton, ou on va venir par exemple aussi utiliser des couleurs complémentaires pour simplement faire en sorte que le bouton soit bien visible. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter de la curiosité. Donc ça, c'est dans le copywriting. On va se demander, ok, où est-ce que je peux faire en sorte que mon prospect ait envie d'en savoir plus et comment est-ce que je peux faire pour ajouter de la curiosité. Souvent, c'est dans les hooks, donc c'est dans le lead de la page, dans le haut de la page, on va venir ajouter une touche de curiosité pour se dire, ok, là j'ai envie d'aller plus loin, là j'ai envie d'en savoir plus. C'est pour ça que, maintenant c'est beaucoup utilisé, parce que le marché est très sophistiqué, mais c'est pour ça qu'on utilise beaucoup les promesses avec découvrez le secret, découvrez ce qu'il vous cache, etc. etc. C'est de la curiosité, sauf que ça fonctionne plus très bien, donc maintenant il faut trouver un moyen d'amener de la curiosité. Ensuite, il faut avoir une promesse qui est forte sur la page, à la fois sur la page de capture
comme sur la page de vente. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une suggestion, à chaque fois qu'il y a une conversion qui est importante, il faut qu'on ait une promesse qui est forte. Donc là, vous savez comment faire avec l'équation de la valeur de Alex Hormozi. Ensuite, savoir à qui on s'adresse. Souvent, et c'est souvent ça, c'est sur les pages d'opt-in, sur les pages de capture, quand on va faire de l'ADS, on ne sait pas à qui on s'adresse. On ne sait pas à qui on s'adresse, est-ce que c'est gratuit ou pas, ça on n'en sait rien. Donc du coup, il faut mettre à qui est-ce qu'on s'adresse sur la page, ok? Donc femme de 35 ans ou entrepreneur générant plus de X, ça il faut le mettre, c'est super important. Ensuite, très important, faites simple plutôt que compliqué. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'esprit confus ne va pas acheter, donc faire simple plutôt que compliqué, c'est important. Ensuite, adapter mobile. 80% du trafic est sur mobile. Ok, donc les gens aujourd'hui, peut-être que vous-même vous regardez cette vidéo, vous êtes sur mobile avec un casque dans les oreilles en mode Bluetooth. Ok, 80% des gens sont sur mobile et il faut adapter la page en mode mobile. Ensuite, les textes, ils doivent être alignés. Là, je vois beaucoup encore d'erreurs sur les textes, le fait d'aligner les textes. Des textes qui sont pas alignés, c'est pas très pro. Avoir des textes alignés, c'est super important parce que ça permet la consommation de l'information de manière fluide. Et encore une fois, ça revient à un esprit confus, n'achète pas. Si la personne doit consommer l'information et doit se forcer justement pour comprendre et lire l'information, c'est simple, il va tout simplement partir. Et ensuite, on recentre l'attention sur l'argumentation. Donc si vous avez des designs dans tous les sens, je sais que moi je fais beaucoup de design, je suis aussi beaucoup connu pour ça, mais l'attention elle doit être recentrée sur l'argumentation et le CTA. Encore une fois, le design, il va venir servir le taux de conversion, il va pas venir casser le taux de conversion. C'est bien de faire quelque chose de joli, mais il faut soutenir la vente, il faut soutenir le taux de conversion. Et enfin, tout dernier point, on va venir créer un univers. Donc ça, c'est en fonction de votre positionnement, le design, il peut avoir plus ou moins d'impact. Donc en fonction de votre positionnement, en fonction de la valeur que vous apportez, en fonction des gens à qui vous vous adressez, transmettre un univers, une vibe, ça peut aider à la conversion dans le sens où il va créer une ambiance globale d'émotion. Par exemple, les codes du luxe, les codes de l'amour, le code du professionnel, vous n'allez pas, ça va vous paraître bizarre d'acheter, je sais pas moi, une chaussure de luxe sur un site internet de merde effondré. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disent que le design c'est pas important. Si, le design c'est important et il y a énormément d'entreprises qui payent des millions pour justement changer la couleur du bouton, changer l'UX, changer la disposition. D'accord? Il y a des heatmaps qui sont faits sur les sites. Donc ça c'est la créativité, l'univers, l'UX et l'UI. Moi je regroupe le design, moi je regroupe tout ça dedans. C'est ultra important parce que ça va impacter la conversion. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était long et qu'il y avait beaucoup de valeur. Si tu veux qu'on éclaircisse tout ça dans ton business, que tu veux scale ton business, va sur digitalartfunnel.com, prends un rendez-vous de brainstorming avec moi et repars avec un plan d'action même si on ne travaille pas ensemble. Je te dis à très vite de l'autre côté. Salut!